Tout juste 2 mois après une première tentative d'assassinat contre Donald Trump, l'ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle a de nouveau échappé à ce qui ressemble à une nouvelle tentative d'assassinat ce dimanche. Mais alors, que s'est-il passé? Qui est le suspect? Et quelles pourraient être les conséquences pour la suite de la campagne? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Seulement quelques semaines avant la présidentielle américaine qui se tiendra le 5 novembre prochain, Donald Trump a été visé par une nouvelle tentative d'assassinat ce dimanche, et ce alors qu'il se trouvait dans son club de golf de West Palm Beach, à côté de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Cette tentative d'assassinat, il a eu lieu donc 64 jours après une première tentative au mois de juillet, en plein meeting de Donald Trump. Ça s'était passé en Pennsylvanie. À l'époque, on en avait évidemment parlé, l'ancien président avait été touché à l'oreille, un spectateur avait été tué et 2 autres personnes avaient été blessés. Concernant cette nouvelle tentative ce dimanche, ça s'est passé aux alentours de 13h30 et en fait un membre de la protection de l'ancien président chargé d'inspecter le parcours de golf avant l'arrivée donc et la progression de Donald Trump a aperçu le canon d'une arme tenue par un homme à travers une grille, et ce dans les buissons. L'agent a alors ouvert le feu, ce qui a poussé le suspect à prendre la fuite. C'est à ce moment-là qu'une arme automatique de type AK-47 a été découverte dans les buissons et le principal suspect a finalement été arrêté 1h30 plus tard avant d'être interrogé par le FBI. Une enquête pour tentative d'assassinat présumée a été ouverte, et à noter que le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a promis de son côté que son état conduirait aussi sa propre enquête. Alors rapidement, qui est le principal suspect? Eh bien, selon les médias américains, il s'agit de Ryan Wesley Wuth, un homme de 58 ans qui vit et travaille dans le secteur du bâtiment à Hawaï. D'après son casier judiciaire, il a déjà été arrêté 8 fois, la plupart du temps pour des délits qualifiés de mineurs, mais en 2002 tout de même, il a notamment été condamné pour possession d'une arme de destruction massive. Alors ce terme, il a été utilisé à de nombreuses reprises dans l'histoire, mais en l'occurrence ici, il s'agirait probablement d'une mitraillette ou d'une arme équivalente. Il est aussi très actif sur les réseaux sociaux, il s'exprime souvent sur l'actualité américaine et internationale. Il a par exemple indiqué son soutien à l'Ukraine après l'invasion russe en 2022. Concernant son orientation politique, un tweet de 2020 indique qu'il avait voté pour Donald Trump en 2016, mais lors des primaires de 2020, il aurait fait plusieurs petits dons à plusieurs candidats du parti démocrate, dont Joe Biden et Kamala Harris. Ça, c'est donc pour ce que l'on sait du profil du principal suspect. Mais alors, quelles ont été les réactions suite à cette nouvelle tentative d'assassinat? On va commencer par le principal concerné. L'équipe de campagne de Donald Trump a rapidement fait savoir que Trump était sain et sauf et que personne n'avait été touché. Donald Trump a ensuite remercié depuis son réseau social Truth Social à la fois les forces de l'ordre, mais aussi les agents de ce que l'on appelle le Secret Service, donc les services secrets, mais Secret Service, c'est le nom officiel donc de cette agence qui est en charge de sa sécurité et plus largement en charge notamment de la sécurité des anciens présidents. Il a également déclaré, je cite, être fier d'être américain. De son côté, sa rivale Kamala Harris, la candidate donc démocrate, s'est dite heureuse qu'il soit en sécurité, et elle a affirmé, je cite, que la violence n'a pas de place en Amérique. Enfin, l'actuel président américain Joe Biden a félicité les forces de l'ordre et s'est dit soulagé d'apprendre que Donald Trump n'avait pas été touché. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, quel impact pourrait avoir cette tentative d'assassinat sur la suite de la campagne présidentielle, et est-ce que cet événement pourrait favoriser la candidature de Donald Trump? Alors si on se base sur un exemple plus ancien, le journaliste franco-américain Will McGraw avait rappelé en juillet dernier sur RFI le cas de l'ancien président américain Ronald Reagan, qui avait été lui-même victime d'une agression en 1981. Selon le journaliste, le soutien de Ronald Reagan à l'époque avait augmenté de près de 20 points. D'ailleurs, au mois de juillet, dès le lendemain de la tentative d'assassinat de Donald Trump, on peut noter qu'il y avait une remontée de Trump dans les sondages. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que cet élan de sympathie il y a quelques semaines pour Trump, il avait duré relativement peu longtemps, et cette remontée donc, elle avait été de courte durée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout cela renforce l'idée chez Donald Trump et auprès de son camp qu'il est ciblé. En effet, l'ancien président, qui est cité dans de nombreuses affaires judiciaires et de nombreux procès, se place comme la cible d'une élite politique, alors qu'il serait de son côté, et comme il se présente, un protecteur du vrai peuple entre guillemets américain. On peut d'ailleurs noter que certains alliés de Donald Trump ont tenu les démocrates responsables de la violence
dont Donald Trump est la cible. Elon Musk, par exemple, propriétaire de X et soutien de Donald Trump, a notamment publié un message énigmatique dans lequel il prétend se questionner sur le fait, je cite, que personne n'essaie même d'assassiner Biden Kamala. En mai 2023, pourtant, un homme avait été arrêté après avoir lancé un véhicule contre une barrière de la Maison-Blanche, et ce, alors qu'il possédait un drapeau nazi et s'était dit déterminé, je cite, à tuer le président. Ce qui est sûr, c'est que la posture du camp démocrate, et notamment de Kamala Harris, va être particulièrement délicate dans les prochaines semaines, entre dénonciation des agissements ou des mots de Donald Trump, mais sans tomber dans des attaques qui pourraient être perçues comme une forme d'incitation à la violence. Dans tous les cas, l'élection, elle est le 5 novembre. Évidemment, on va suivre tout ça. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après avec justement cette nouvelle rubrique, la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Au moins 15 personnes sont décédées et plusieurs ont disparu après le passage de la tempête Boris en Europe centrale et orientale. La tempête dure depuis le début du week-end et elle est particulièrement violente. À certains endroits, en Autriche par exemple, entre 300 et 350 mm de pluie sont tombés en l'espace de 3 jours, ce qui correspond à 2 à 4 fois plus de pluie que sur un mois de septembre entier habituellement. Cette tempête a notamment entraîné des fortes inondations comme en Roumanie ou en Pologne. Alors selon plusieurs climatologues, l'intensité de cette tempête est due au dérèglement climatique. Les pluies devraient commencer à se calmer dans les jours qui viennent. Deuxième actu, ce lundi s'est ouvert le procès du djihadiste Peter Sherif pour association de malfaiteurs terroristes criminels entre 2011 et 2018. Le procès est notamment en lien avec l'attentat qui a visé la rédaction du journal Charlie Hebdo en janvier 2015. Concrètement, Peter Sherif est soupçonné d'avoir favorisé l'intégration au sein d'Al-Qaïda de Cherif Kouachi, donc l'un des 2 frères Kouachi qui sont responsables de l'attaque contre Charlie Hebdo. Peter Sherif, qui est un ami d'enfance des frères Kouachi, aurait été mis au courant de leur intention de commettre un attentat. Il a été interpellé fin 2018 à Djibouti après 7 ans de cavale. Peter Sherif est aussi accusé d'avoir participé à la séquestration de 3 otages français au Yémen en 2011. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Troisième info, l'audience du procès des viols de Mazan a été de nouveau suspendue ce lundi et ce jusqu'à mardi en raison de l'état de santé de Dominique Pellicot, le principal accusé. Dominique Pellicot est jugé pour avoir drogué sa femme, Gisèle Pellicot, pendant une dizaine d'années et l'avoir faite violer à leur domicile alors qu'elle était inconsciente par des inconnus recrutés sur internet. Il a été hospitalisé ce dimanche soir en raison d'une infection des reins et d'un caillot sanguin dans la vessie. Le procès est déjà suspendu depuis jeudi dernier. Alors selon l'avocate de Dominique Pellicot, le procès ne devrait cependant pas être reporté car son client devrait être remis sur pied d'ici quelques jours. On vous tiendra au courant. Quatrième info, le commissaire européen français Thierry Breton a annoncé ce lundi matin sur X sa démission à effet immédiat de la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE. Dans sa lettre, il a dénoncé, je cite, une gouvernance douteuse de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En fait, actuellement, l'Union européenne est en train de nommer les différents commissaires de l'instance. Chaque pays dispose d'un commissaire et a donc récemment proposé un ou plusieurs candidats au poste. Dans sa lettre, Thierry Breton explique avoir été le seul candidat proposé par la France. Mais Ursula von der Leyen aurait demandé au gouvernement français de retirer cette candidature pour, je cite, des raisons personnelles non discutées avec Thierry Breton. À noter qu'il y a quelques mois, Thierry Breton a pris la tête d'un mouvement de contestation au sein de la Commission européenne contre Ursula von der Leyen, dont le style de direction était jugé, je cite, peu collectif. Pour remplacer Thierry Breton, la France a proposé ce lundi le nom de Stéphane Séjourné, le ministre démissionnaire de l'Europe et des Affaires étrangères. Cinquième actu, 3 otages morts à Gaza avaient probablement été tués lors d'une frappe menée par l'armée israélienne, c'est ce qu'a annoncé l'armée elle-même ce dimanche. Parmi eux, le franco-israélien Elia Toledano, dont la mort avait été annoncée en décembre. Ces conclusions font suite à une enquête menée par l'armée israélienne sur les circonstances de la mort de ces 3 otages, dont les dépouilles ont été ramenées en Israël en décembre. Ils seraient donc décédés en novembre 2023 lors d'une frappe qui visait Ahmed Gandour, le commandant de la brigade du nord du Hamas, selon l'armée israélienne. Sa mort avait été annoncée fin novembre par l'armée. Israël précise n'avoir eu à l'époque aucune information sur la présence d'otages dans la zone visée par la frappe. Sixième actu, ce dimanche avait lieu la cérémonie des Emmy Awards, l'équivalent pour les séries des Oscars. Et c'est la série américano-japonaise Shogun qui a été la plus grande gagnante de la soirée en remportant 18 prix, ce qui en fait la série dramatique la plus récompensée sur l'espace d'un an. C'est aussi la première série non anglophone de l'histoire à remporter le prix de la meilleure série dramatique, la série étant tournée en grande majorité en japonais. Alors parmi les autres séries très récompensées, on
retrouve la série Netflix Mon Petit Renne, qui a remporté 6 prix, dont celui de la meilleure mini-série. Et enfin, dernière actu, le documentaire du youtubeur Inoxtag, intitulé Kaizen, qui retrace son ascension de l'Everest, est devenu la vidéo YouTube française la plus regardée dans les 24 heures qui ont suivi sa sortie. Après avoir été diffusé en avant-première dans des cinémas ce vendredi, il est sorti sur YouTube samedi à 14h30 et en 24 heures seulement, il a fait plus de 11 millions de vues. Il a donc battu le clip ODD de PNL qui détenait le record depuis sa sortie en 2019. Parallèlement à ça, la chaîne TF1 a annoncé qu'elle allait diffuser le documentaire le 8 octobre à 23h30. Le documentaire sera aussi proposé sur la plateforme de streaming de la chaîne TF1+, à partir du 28 septembre. Merci beaucoup Léa. Alors je vous le disais vendredi dernier, on débute aujourd'hui et on va le faire du coup toute cette semaine, cette rubrique de la question du jour. Le principe c'est très simple, vous posez les questions que vous voulez, ça peut porter sur notre travail et sur ses coulisses, ça peut porter sur des sujets d'actualité, bref, ce que vous voulez. Et donc, je prends une question chaque jour et je fais en sorte d'y répondre. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, pour commencer, on a pris une question qui venait d'Instagram. La question, c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on a des news que sur les élections aux US, mais pas dans les autres pays? Pourquoi est-ce qu'on en a plus quelque chose à foutre que les autres? Alors, la question, elle est cash et je pense qu'elle est intéressante. Donc, je pense que c'est bien de l'aborder. Alors, évidemment, je pense que vous le voyez sur ce format-là. De notre côté, on essaie quand même de parler de nombreux pays du monde. Mais c'est vrai, et je pense que vous le voyez aussi, on parle beaucoup des États-Unis et notamment du coup de leur élection à venir. Alors il y a plusieurs raisons qui sont possibles et qui nous poussent à en parler pas mal. Première raison, les États-Unis c'est évidemment la première puissance économique mondiale en rivalité évidemment avec la Chine et donc forcément l'orientation politique d'une telle puissance elle est à suivre comme on le fait pour la Russie d'ailleurs ou pour la Chine par exemple. La deuxième raison c'est qu'il y a beaucoup de liens économiques, politiques, diplomatiques et même culturels évidemment avec la France. D'ailleurs on peut noter que certains politiques estiment qu'on est trop proche des États-Unis. Ça revient à chaque élection présidentielle et je pense que vous l'avez vu dans les interviews qu'on avait fait à l'époque. Mais donc ce lien, il fait que c'est forcément intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis parce que là aussi, il peut y avoir un impact avec la France. Maintenant, là où je pense qu'on est tous d'accord, c'est que c'est important de ne pas parler que des grandes puissances mondiales, mais c'est aussi intéressant de parler de situations moins connues. Par exemple, il y a quelques semaines, on a parlé de manifestations importantes au Bangladesh. C'est pas des manifestations qui ont un impact direct ou important avec notre situation par exemple, mais tout de même, on considère que c'est important d'en parler et de mettre en avant ces situations. On va être vigilant d'ailleurs à garder tout ça dans les prochains mois. En tout cas, si vous avez d'autres questions, soit sur notre travail, soit d'ailleurs sur des questions d'actualité pure et dure en quelque sorte, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires sur YouTube. Ou alors, je sais que sur Spotify, vous avez un outil qui permet de poser des questions ou de réagir, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions. En tout cas, c'est tout pour ces actualités du jour. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.